L'Eifelsteig, le sentier de grande randonnée de l'Eifel, sillonne les doux reliefs de l'ouest de l'Allemagne. Ouvert en 2009, il est devenu l'un des itinéraires pédestres les plus appréciés d'Allemagne. Le sentier de l'Eifel nous emmène d'Aix-la-Chapelle à Trèves. 15 étapes jalonnent le parcours. Pour cette première partie, nous irons jusqu'à Gerolstein. C'est dans le quartier de Kornelimünster, aux portes d'Aix-la-Chapelle, que commence notre périple. Un lieu chargé d'histoire qui rayonne autour de l'abbaye bénédictine, dont la fondation remonte au IXe siècle. Notre premier compagnon de route, c'est le chef étoilé Maurice de Bourg. Il nous accompagnera jusqu'à Röttgen. Un bout de chemin qui promet d'être savoureux. Il paraît qu'il connaît le meilleur endroit pour cueillir des cèpes. Point de départ du sentier, le pont sur l'Inde, petite rivière qui serpente à travers Kornelimünster. Très vite, nous atteignons la lande de Strufelt, un vaste paysage de landes humides et de marécages. Le climat pluvieux de l'Eifel et la composition des sols assurent la persistance d'une végétation basse et buissonneuse. Also wandern ist ja das Schönste, was der Mensch machen kann. Einfach abschalten, in der Natur sein und sich wohlfühlen. Und wenn man dann auf dem Weg, ja, Heimweg oder Hinweg, noch was Schönes finden kann, ein paar Steinpilze oder whatever, dann ist der Tag doch gerettet, dann kann doch gar nichts mehr kaputt. Maurice de Bourg nous entraîne dans les sous-bois. Les champignons ne sont plus très loin. Dann gibt es immer so Stellen, da muss man vorsichtig sein. Ja, dann sieht man, wo die Wildschweine, da, guck mal da stehen sie doch, versteckt unter den Tannennadeln. Pas question de laisser ces cèpes bien charnus aux sangliers. Maurice de Bourg a déjà sa petite idée sur la manière de les accommoder. Son restaurant est situé en plein cœur d'Aix-la-Chapelle, Aix-la-Romaine, Aix-la-Carolingienne. Charlemagne en fit son lieu de résidence et la capitale de l'Empire, construisant un palais dont la magnifique chapelle allait devenir cathédrale. Lieu de couronnement des empereurs, la cathédrale d'Aix-la-Chapelle est aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Petit tour au marché sur la place de l'Hôtel de Ville où Maurice de Bourg fait le plein de victuailles. Son restaurant est à 2 pas de là. Il a été aménagé dans les caves voûtées de l'Hôtel de Ville. C'est l'une des meilleures adresses. Au menu aujourd'hui, du turbot accompagné des cèpes fraîchement cueillis. Originaire des Pays-Bas, Maurice de Bourg a choisi Aix-la-Chapelle après avoir exercé son art en France. Il propose une carte de mets authentiques d'une très grande finesse. Sa cuisine fleure bon le terroir, elle est généreuse, sans oublier d'être créative. Steinbutt und Steinpilze, eine Seltenheit und sowas von schneeweiß, sowas von jungfräulich und fest in ihre Struktur. Und der Wald und das Meer, wunderbar. Les filets sont d'abord brièvement grillés, juste assez pour leur donner une belle couleur. Ich salze und pfeffere den Steinbutt erst zum Schluss, damit das Salz die Eiweißstruktur des Fisches nicht angreift. Und last but not least etwas flüssige Butter. Und dann erst wird der Fisch gegart. Maurice de Bourg choisit ses produits avec le plus grand soin. Pour lui, l'important est de préserver le goût de chaque ingrédient. Dans la salle du restaurant, l'ambiance est chaleureuse. De la grande cuisine en toute simplicité. Des saveurs plein les papilles, nous quittons Aix-la-Chapelle et poursuivons notre chemin le long du sentier de l'Eifel. La lande de Strufelt n'était qu'un avant-goût de ce qui nous attend à présent. Passé le barrage de Trailegerbachtal et la ville de Röttgen, nous arrivons dans les Hautes-Fagnes, une région de landes et de tourbières unique en Europe.
Le parc naturel Haute-Fagne-Eifel s'étend sur plus de 2500 km² de part et d'autre de la frontière germano-belge. Petite halte à Monschau, ou Montjoie comme on l'appelle encore parfois, la ville aux 1000 colombages. Nous battons le pavé à travers les jolies ruelles médiévales, où le temps semble s'être arrêté. Et au milieu coule une rivière, la Ruhr. La Maison Rouge, bâtie au XVIIIe siècle par un fabricant de draps fins, évoque l'âge d'or de l'industrie textile à Monschau. Au café Weekend, nous rencontrons le chef Klaus Zimmermann. À Monschau, il possède le restaurant Hubertus Klaus. Klaus Zimmermann a également créé toute une gamme de produits fins. Confitures, soupes, sauces et autres plats de légumes et de viande. Le café Weekend les a adoptés et les propose à ses clients. Mais c'est derrière les fourneaux que Klaus Zimmermann est le plus heureux. Il concocte des plats qui font la part belle aux produits locaux, de quoi réjouir les habitants de la région, mais pas seulement. Wir profitieren natürlich durch den Eifelsteig, weil er direkt bei unserem Haus vorbeigeht. Deshalb ist es also eine schöne Zusache, dass die Gäste halt bei unserem Haus vorbei wandern und sehen, oh, hier ist eine Herberge, hier ist ein Restaurant, hier können wir einkehren. Klaus Zimmermann prépare de la selle d'agneau de l'Eifel, accompagnée de sa ratatouille et d'un gratin de pommes de terre. La selle d'agneau est d'abord dorée à la poêle, avec de l'ail et du romarin. Puis le chef recouvre les morceaux de viande d'une généreuse croûte d'herbe à base de persil, d'échalotes et d'ail frais. Au bout de 8 minutes au four à 200 degrés, la selle d'agneau est à point. Avec les os et les parures, le chef confectionne un fond de sauce. Il ajoute des carottes, du céleri et... Grobes Meersalz, dem Gemüse die Feuchtigkeit zu entziehen, dass man es besser anrösten kann. Etwas Lorbeer, frisch oder getrocknet. Und Rosmarin. Ganz wichtig bei Lammgerichten, schöne Kräuter aus dem Garten dazu nehmen, das aromatisiert und rundet das Gericht ab. Pour terminer, la sauce est déglacée au vin rouge. Mit unserem Rotwein. De Monschau à Einruhr, les plantations de haies façonnent le paysage. Brise-vent, protection pour le bétail et véritable réservoir de biodiversité, on les trouve jusque dans les villages. Les maisons se parent depuis le XVIIIe siècle d'imposantes clôtures de verdure pour faire face aux vents glacés et aux rigueurs du climat de l'Eifel. Un savoir-faire transmis de génération en génération. Nous continuons notre voyage le long de la vallée de la Ruhr et arrivons dans le nord du parc national de l'Eifel, à Dedenborn et ses magnifiques forêts de hêtres. Un biotope sous haute protection. Il est strictement défendu de quitter les sentiers balisés. Arnaud Kor, l'un des gardes forestiers du parc national, est là pour veiller au grain. Ici, la nature doit pouvoir se développer à son propre rythme. Les interventions de l'homme sont très limitées. Unser Ziel ist ja, dass die Natur sich selbst zum Urwald entwickeln kann. Und hier sieht man, dass wir auf einem ganz guten Weg sind. Wir haben hier liegendes Totholz, stehendes Totholz. Und das ist eigentlich ja, für einen Urwald sehr wichtig, der Zersetzungsprozess. Also der Wald wird dadurch viel widerstandsfähiger. Und das kann man auch hier ganz gut. Hier hängt Zunderschwamm dran. Hier hat der Specht schon ein paar Einschlaglöcher, um Nahrung zu finden, reingeschlagen. Und das ist das, was ein Urwald eigentlich ausmacht. La couronne des arbres presque impénétrables forme une voûte verdoyante.
c'est la particularité de ces hautes forêts de hêtres, où la lumière parvient à peine à percer. Aux étages inférieurs, la végétation a du mal à se faire une place au soleil. Outre sa richesse forestière, la vallée de la Roure est aussi un important réservoir d'eau. Rien qu'au siècle dernier, 3 barrages ont été construits. Le barrage de la Roure, le lac supérieur et le barrage de l'Ourft. Sur le chemin qui nous mène au plateau de Dryborn, nous retrouvons Arnaud, notre garde forestier. Il veut nous montrer un lieu très particulier. De l'ancien village de Wolseifen, seule l'église a subsisté. Bis 1946 lebten hier 500 Menschen in dem Ort Wolseifen. Und die Briten haben dann hier einen Truppenübungsplatz 1946 errichtet. Und die Wolseifener mussten innerhalb 3 Wochen den Ort verlassen. Und das war nicht ganz einfach für die Menschen, die hier lebten. L'armée britannique a relogé les 120 familles de la localité dans les villages alentours. Le destin de Wolseifen est intimement lié à celui de la forteresse de Vogelsang, qui n'était ni plus ni moins qu'un centre d'endoctrinement pour la nouvelle élite nationale-socialiste. Après la guerre, les forces armées britanniques, puis belges, prennent possession du site. De nouveaux bâtiments sont construits. Vogelsang devient un camp d'entraînement de l'OTAN. En 2005, le site est rendu à l'Allemagne et depuis 2006, l'établissement est ouvert au public. Vogelsang est aujourd'hui classé monument historique. On y organise conférences et expositions, un lieu de mémoire indispensable. Une des dernières expositions met en lumière l'utilisation que faisait le régime d'Hitler de la randonnée. Les nazis considéraient le sport non comme une seule source de bien-être, mais comme une arme future dans les conflits à venir. Nous arrivons dans le cœur spirituel de l'Eifel, l'abbaye de Steinfeld, fondée au Xe siècle. Depuis 1923, elle est dirigée par des moines de l'ordre des Salvatoriens. Dans la basilique, le maître-autel se dresse sur 3 gradins, une véritable merveille de l'art baroque. Le grand orgue historique de Balthasar Koenig, aux 35 registres, est célèbre dans le monde entier. Le frère Andreas Warler en est le titulaire. Organiste de talent, il part régulièrement en tournée dans toute l'Europe. Dans la cour du monastère, nous retrouvons le père Pankratius, le père Bernhard, Ulrike Schrader qui tient la boutique du monastère et l'apiculteur Klaus Kaldenbach autour d'une bonne table. Des fromages et du jambon de la région, des confitures, du pain confectionné au monastère. L'abbaye brasse également sa propre bière et possède même des ruches dont Klaus Kaldenbach vient prendre soin. Leur sujet de discussion n'en est pas moins sérieux. Depuis quelques années, on assiste à une véritable hécatombe parmi les abeilles partout dans le monde. Les ruches du monastère ne sont pas épargnées. Les causes sont multiples, mais le plus grand responsable est le parasite acarien Varroa, originaire d'Asie du Sud et introduit en Allemagne en 1977. Pour enrayer sa propagation, Klaus Kaldenbach utilise de l'acide formique. Les chercheurs ont récemment découvert un nouveau moyen biologique de lutte contre ce parasite, l'acide oxalique contenu naturellement dans les épinards, la betterave rouge, le thé et le cacao par exemple. Cette substance n'est pas toxique ni pour les abeilles, ni pour l'homme qui la consomme naturellement dans son alimentation. La disparition des abeilles est un phénomène très préoccupant. Leur butinage est indispensable pour la biodiversité. Le père Bernhard et Klaus Kaldenbach ont décidé de nous accompagner pour un bout de chemin.
Près de Nettersheim, au détour d'une clairière, le vestige d'une fontaine de l'époque romaine, le Grüneputz. C'est la porte d'entrée de l'aqueduc de l'Eifel, qui a cheminé l'eau sur près de 100 km jusqu'à l'antique cité de Colonia Claudia Ara Agrippinensum, Cologne. Nous reprenons notre route le long du sentier de l'Eifel. Prochaine destination, Blankenheim, dans la vallée de l'Aar. Au-dessus de la ville trône l'imposante résidence de comte de Blankenheim. C'est au cœur de cette petite ville médiévale, sous une maison à colombage, que jaillit la source de l'Aar, le début d'un voyage de 90 km jusqu'au Rhin. Le musée de l'Eifel et sa maison des corporations nous fait découvrir l'histoire, la culture locale et les particularités géologiques de la région. Et on peut même y prendre des cours de cuisine. Monika Mertens transmet les vieilles recettes de l'Eifel à la jeune génération. Aujourd'hui, les enfants vont apprendre à faire des knödel, des sortes de quenelles à base de farine, d'œufs et de lait. Un plat ancestral. Richtig gut reingießen. In der Zeit vor 100 Jahren wurde Monika Mertens en profite pour raconter aux enfants des anecdotes du temps passé. Les journées des paysans étaient longues et rudes, rythmées par l'Angélus, une prière de dévotion en l'honneur de l'incarnation que l'on récite matin, midi et soir. L'alimentation était peu variée, il s'agissait surtout qu'elle tienne au corps. Ils se nourrissaient principalement de bouillie d'avoine, de seigle ou de pain, des légumes et de la viande améliorée de temps en temps l'ordinaire. Et quels sont les talents culinaires de nos petits marmitons? Mettent-ils la main à la pâte à la maison? Ich muss meistens immer die Kartoffeln schälen. Wir müssen immer samstags kochen, immer abwechselnd. Ich mache meistens sowas Einfaches eher, also Spaghetti oder so, weil so komplizierte Sachen kriege ich irgendwie nicht hin, die schmecken bei mir nie. Okay. Les knödel sont formés entre 2 cuillères à soupe, puis pochés dans l'eau bouillante. Ils sont servis avec du beurre légèrement noirci et du lard. Dann wird's wieder so eine Landkarte. Guten Appetit. Vorsichtig. So. Dann Pour les becs sucrés, des prunes au sirop accompagnent tout aussi délicieusement ce plat. bitte schön, darf ich dir mal den Speck haben? À l'autre extrémité de la ville, au restaurant Schlossblick, nous retrouvons Irmgard et Matthias. Les deux randonneurs ont suivi le sentier de l'Eifel jusqu'à Blankenheim. Prochaine étape, Mirbach. Ils ont 5 heures de marche devant eux. C'est parti. Cette partie du chemin est aussi appelée la route du pain. Au Moyen-Âge, les paysans qui vivaient dans les villages alentours devaient verser une taxe aux seigneurs de la région, du blé, de l'orge et du pain. C'est cette route qu'ils empruntaient pour aller s'acquitter de cet impôt à Blankenheim. Irmgard et Matthias s'accordent une petite pause bien méritée. De quoi reprendre des forces avant l'ascension du mont du Calvaire. Es geht ganz schön hier den Berg hoch, ne? Ja, Wissen wir gleich, anstrengend was ist wir das schon. getan haben. Le mont du Calvaire est une zone naturelle protégée et l'une des plus vastes genévrières d'Allemagne. Une splendide vue panoramique s'offre à nous. Par beau temps, la vue s'étend jusqu'au Hohe Hart, le plus haut sommet de l'Eifel. On peut même apercevoir le Nürburgring.
Arrivé à Mirbar, entre chien et loup, l'église du Christ Rédempteur de style néo-roman et sa tour octogonale date de 1902. Les mosaïques qui ornent la voûte de la croisée du transept et le chœur sont le chef-d'œuvre du mosaïste allemand August Oetken. Soudain, l'atmosphère se fait plus lourde. Les paysages traversés restent somptueux, mais quelque chose a changé. Et pour cause. La région autour d'Illesheim est un véritable haut lieu du polar, à tel point que des guides proposent même des randonnées du crime. En y regardant de plus près, on comprend pourquoi. Même la riante cascade de Dreimühlen, la plus belle de l'Eifel, prend des allures lugubres la nuit tombée. Le château médiéval de Kerpen se prête à merveille à une énigme criminelle. Kerpen, un petit village paisible de 450 âmes, sans histoire, apparemment. Qu'est-ce qui se trame dans ce petit café aux abords pittoresques ? Rien de bien suspect pour l'instant. La propriétaire du café, Thea Greif, et la galeriste Marlies Beckmann sont en train d'installer une nouvelle exposition. Ce soir, les murs du café accueillent des lithographies de Andreas Nossmann. Ce café, c'est un peu le rêve de Thea Greif. So habe ich dann mit der Idee des Cafés angefangen und es war auch von Anfang an klar, also Kunst muss da rein. Une manière de combiner l'art avec l'art de vivre. Les jolies tartes de Thea ont conquis le cœur de plus d'un randonneur. Elle confectionne aujourd'hui une de ses meilleures tartes aux pommes. Ich habe mal an der Mosel gelebt und da habe ich auch mal im Weinberg gearbeitet und einen Tag war ich für die Versorgung der Ernteleser praktisch zuständig und habe den Apfelkuchen gebacken. Einfach so und man hat mir dann gesagt, dass der sehr, sehr lecker ist und daraufhin habe ich gedacht, den nehme ich ins Programm auf. Pour cette tarte, Thea a besoin d'1 kilo de pommes Braeburn. Elle prépare ensuite l'appareil auquel elle mélange 100 g d'amandes effilées. La tarte cuit au four à 175 degrés pendant 1 heure environ. Ce soir, le café affiche complet. Pour Thea, c'est une vraie réussite. Le lendemain, direction Illesheim. À l'hôtel Augustiner Kloster, un établissement 4 étoiles établi dans un ancien monastère augustin, nous retrouvons un compatriote, le jeune chef Pascal Vallet. Il propose des plats typiquement français à la sauce locale, tels son coq au Fitz, accompagné de pommes dauphines. Le Fitz, c'est un délicieux vin de pommes de l'Eifel. Il fait d'abord revenir les morceaux de poulet dans 50 g de beurre. Ils sont flambés au cognac, puis mouillés au vin de pomme. Pour lier la sauce, Pascal Vallet mélange un jaune d'œuf et de la crème fraîche, puis il ajoute des champignons sautés. Les pommes dauphines sont un mélange de purée de pommes de terre et de pâte à choux que l'on fait frire jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées.
Le monastère augustin a connu une histoire mouvementée. Au XIXe siècle, ses portes se ferment et une partie du bâtiment est reconvertie en tannerie. L'hôtel y a pris ses quartiers en 2007. En Allemagne, les fans de romans policiers connaissent bien Hildesheim. Cette ville de 3000 habitants a fait du crime sa spécialité. Environ 150 auteurs de polars se sont installés dans les environs. Il paraîtrait que l'atmosphère particulière de la ville les aiderait à trouver l'inspiration. L'un des plus célèbres d'entre eux, Ralph Kramp, a même fondé à Hildesheim la Maison du Crime, juste à côté de l'hôtel Kloster Augustiner. Begonnen hat alles mit meinem ersten Kriminalroman, bei dem ein junger Mann aus dem Fenster gestürzt wurde. Das war meine erste Leiche damals. Und dann habe ich meine zweite Frau kennengelernt mit stark ausgeprägtem Hang zur Kriminalliteratur. Und so bin ich dann in der heutigen Krimi-Hauptstadt Hildesheim gelandet. Nachdem dann mein 6. Roman erschienen ist, ist mir der Verlag angeboten worden, in dem diese Bücher gedruckt wurden. Und dann habe ich den übernommen und bin Verleger geworden. Dann haben meine Frau und ich die größte deutschsprachige Krimi-Bibliothek vor der Zerschlagung gerettet, indem wir die gekauft haben. Und sind dann in dieses alte Gebäude gezogen, wo wir alles unter ein Dach gepackt haben. Und so entstand das Kriminalhaus. Il est également le cofondateur de l'Hôtel du Crime. Tout un programme. Ici, l'idée, c'est de faire fonctionner l'imagination des clients. Chacune des 10 chambres a été aménagée avec un décor unique. Elle porte le nom d'un des héros du genre, avec un portrait au-dessus du lit. Sherlock Holmes, Maigret, Derrick. Dans la salle de bain Miss Marple, l'ombre d'un assassin apparaît sur le rideau. La chambre d'Eric est meublée dans un style années 70, avec papier peint et machine à écrire d'époque. Mais il est temps de reprendre notre route le long du sentier de l'Eifel. Prochaine étape, Gerolstein.